Je travaille comme médecin de soins palliatifs depuis 16 ans. Je fais 80% de ma pratique en soins palliatifs à l'hôpital du Sacré-Cœur, Notre-Dame-la-Merci, donc le CIUS du nord de l'île. Je fais des soins palliatifs à domicile aussi, territoire Bordeaux-Cartierville, et je fais aussi partie de l'équipe de maison de soins palliatifs de Laval comme médecin. Donc, je suis dans l'hôpital aigu, je suis à domicile et je suis dans des maisons de soins palliatifs. On est partout. Je peux voir un peu la différence. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de la détresse existentielle et l'utilisation de la sédation palliative continue, puis surtout décrire la sédation palliative parce que je remarque qu'il y a beaucoup de méconnaissances à ce sujet-là. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Ma structure de présentation, c'est de tenter de définir, parce que c'est pas facile. La détresse existentielle, de comprendre la perte d'identité, ça c'est très intéressant. J'ai une étude en particulier à vous présenter. Dépister puis définir les moyens qu'il faut mettre en place quand on est face à une détresse existentielle. Les différentes thérapies palliatives sédatives versus la sédation palliative continue, là, qui a des différences. Et les procédures d'administration, le suivi requis pour la sédation palliative continue et l'explication de l'importance, vraiment l'importance, je souligne, de l'accompagnement des proches une fois qu'on fait cette procédure. Donc, la signification de la souffrance existentielle, parce que malgré toutes les tentatives de définir c'est quoi, dans la littérature, il y a plus de 56 définitions. Souvent, c'est même interchangé entre spiritualité et concept existentiel, donc ça rend ça encore plus difficile. Puis ça demeure très, très, très peu compris et c'est même un aspect négligé, même en soins palliatifs. Donc, si cela en soins palliatifs, alors qu'on est un petit peu plus, prend plus le temps et tout ça avec les patients, imaginez dans les soins at large, là, c'est, ouais. Donc, quand j'ai fait la revue de la littérature, il y a deux grands thèmes qui sortaient. C'était la quête du sens de la vie. Des grandes questions existentielles que je pense qu'on ne se pose plus. Mais que quand on arrive proche du dernier domino, comme je vais vous expliquer mes histoires de domino, tout d'un coup, ça prend tout son sens. Donc, pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Qu'est-ce qui va m'arriver après? C'est quoi le but de la vie? On peut peut-être des fois avoir un petit élan dans ça à la crise existentielle, 40-50 ans, mais à la fin de la vie, il y en a beaucoup qui l'ont. Le lien aussi avec autrui va être très différent. Il y a beaucoup de solitude. Puis là, le fait qu'il y a un ministère de la solitude, ça en dit long. Moi, ça ne me surprend même pas. Parce que quand je vais à domicile, les gens, la première chose, il est âgé, 85 ans, malade comme ça se peut pas, puis il n'y a personne dans la maison. Et là, je me dis, aïe, 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 il est complètement abandonné, il n'y a aucun filet social. Puis, bien, c'est supposé d'être l'État, le filet social. Fait que vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça donne. Donc, désespoir, sentiment de solitude, perte de notre identité, la peur d'être un fardeau, je l'entends tellement souvent. En fait, dès qu'on est malade ou handicapé, je pense qu'on n'est pas correct. C'est à peu près ça. Donc, la différence, le fait de ne plus être utile, entre guillemets, la peur intense, même, je dirais, la terreur de mourir, on le voit beaucoup. C'est l'étude que je vous parle de Van Mender, qui est une psychologue belge qui a fait une étude pour sa thèse doctorale, qui en a fait un livre, je vous recommande fortement de lire, c'est Les apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs. Elle parle de la détresse en fin de vie. Puis elle a fait une étude pendant 1 an avec 26 psychologues qui ont analysé 1200 entretiens sur 300 quelques patients, donc 344. Puis ce qu'elle a trouvé, c'est que oui, on a la perte de soi, mais c'est que ça origine pas juste dans la peur de mourir, cette détresse-là. Ça vient beaucoup du fait de perdre son identité. J'ai pris cette portion, en fait, je l'ai mis en schéma, là, mais le concept vient d'une présentation de Joanne de Montigny. Je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent, psychologue en soins palliatifs, là. En fait, c'est le miroir brisé de la vie.
Donc, la maladie affecte notre corps. Après ça, le corps affecte notre image de notre corps. Après ça, ça affecte notre identité. Surtout chez les gens qui ont une identité axée beaucoup sur leur image corporelle. Et je ne sais pas si ça vous dit beaucoup, mais l'image corporelle dans notre société, est-ce que ça prend plus de place ou moins de place? Vous allez comprendre que ça prend plus de place. Si ça prend plus de place et que notre corps est atteint, alors notre identité est atteinte encore plus, alors on va développer une détresse d'autant plus importante. Donc, qu'est-ce que l'identité? Ça aussi, c'est une autre grande question. Mais en fait, c'est l'image que chacun se fait de lui-même, mais dans le regard des autres. Et c'est sûr que si la société te renvoie le fait que tu es un fardeau et que tu es inutile, clairement, ton identité risque de ne pas très bien aller. Donc, c'est au début de la prise en charge ou même au début du diagnostic, quand les changements commencent à se faire au niveau du corps de la personne, avant même qu'elle devienne dépendante des autres, là, que la crise identitaire va se faire. Fait que moi, je me suis mis à penser à tous les cas que je vois, puis je me dis, mais moi, j'en ai énormément qui demandent l'aide médicale à mourir à cette période-là. Puis là, ben, je me dis, je vais changer, je vais rajouter des affaires suite à la lecture de cette étude, et c'est fou à quel point c'est vrai. Donc, vous parlerez de l'identité de la personne, et ça ouvre la porte à c'est qui cette personne-là, et comment ça se fait, et comment elle a construit son identité. Et si c'est une personne qui était très centrée sur son image corporelle, vous allez avoir la réponse, vous allez avoir très peu d'interventions possibles. Quand est-ce qu'on a une détresse existentielle? Dans la littérature, Boston et al., il dit que c'est quand les préoccupations d'ordre existentiel deviennent souffrantes. C'est vraiment très grave, c'est-à-dire qu'on parle d'un grand néant, là. C'est un patient qui trouve aucun sens à sa vie, en crise identitaire, puis qui n'a plus aucun lien, aucune relation possible avec les autres. Il a perdu le sens du relationnel. Fait que vous pouvez imaginer la grande solitude qu'il vit. C'est un état d'âme qui est très, très profond, très sombre, qui fait entrevoir la perspective de tout ce qui reste comme inutile, puis même de sa propre vie comme inutile. Donc, vous allez le sentir, un patient, quand il est dans cet état-là, vous rentrez dans la chambre, puis vous avez l'impression qu'il est froid, distant. Vous essayez d'aller vers lui, les bénévoles vont essayer, les intervenants vont essayer. La personne, la minute qu'on parle de petites choses pas trop menaçantes, ça va. Quand on commence à parler des vraies choses, c'est là que ça va pas. Il va avoir tendance à vous repousser. Donc, c'est très, très un grand défi pour les intervenants parce qu'on va se sentir impuissant rapidement. Donc, ce patient-là qui sent ça, c'est sûr qu'il va demander à mourir. Les raisons qui sont évoquées pour vouloir mourir, bien, il y en a plusieurs. Hein? Le perdre du sens de la vie, le désespoir, la dépression. Je pense qu'il a raison le docteur ce matin quand il disait qu'il y a beaucoup de dépression, plus qu'on pense, avec les idées suicidaires qui s'y rattachent. Grande solitude, la peur du futur, comme je vous dis, là, la peur de souffrir, de devenir dépendant. Je veux mettre l'accent sur la peur de souffrir et de devenir dépendant. Avez-vous remarqué beaucoup que les messages qui passent, c'est beaucoup qui jouent sur la peur des gens? Puis dans l'histoire, on le sait que quand on joue sur la peur des gens, des choses atroces arrivent. Donc, la peur des gens, c'est très profond, c'est en nous et c'est très destructeur quand il n'y a pas de rassurance. Alors, si on est rendu à rassurer les gens en montrant qu'il n'y a pas d'autre option puis que c'est sûr qu'en fin de vie, on va être souffrant, ben là, ça va mal. Donc, c'est sûr que moi, je dirais ma grande job dans la vie, c'est de rassurer le monde. Je dis toujours, je suis en relation de vente. Vendre quoi? Vendre le confort. Vendre la possibilité que ça existe. Puis que malgré tout ce qu'ils ont entendu, c'est pas vrai. Puis que ça va bien aller. Quand le patient te croit, ça va très bien.
Donc, peur de devenir un fardeau pour les autres, je l'entends tellement, ça n'a pas de bon sens. Les gens, moi, j'ai des gens là, qui me disent « Ah, moi, là, mes enfants sont occupés, là, ils ne peuvent pas s'occuper de moi, pauvre eux, là. Donc, si j'avais l'injection, ça serait très, très simple. Ça serait mieux pour tout le monde, je ne causerais pas de troubles, puis bon. » Deuxième affaire que j'entends, c'est « Ah, c'est fantastique, l'aide médicale à mort. » Là, je dis « Ah oui, pourquoi? » Bien, parce qu'on peut tout mettre ça à notre horaire. Fait que là, tout le monde va pouvoir être là au bon moment, au bon jour. Tu sais, le décès est planifié, donc pas de surprise pour personne. Fait que là, j'ai dit, ah ouais. Là, j'écoute. C'est très important de bien écouter parce qu'après ça, tout ce qu'ils disent peut être travaillé. Donc, de ne pas se fermer à personne, de ne pas juger personne. Moi, je ne juge pas personne. J'essaie de comprendre. Et c'est vrai, le réflexe de dire des faits plutôt que des jugements, ça fonctionne très bien. Ça fait évoluer les pensées. Donc, la perte d'identité, la perte de dignité, puis l'anxiété. Encore là, juste un petit mot pour la dignité. Ça aussi, on l'entend des deux bords, mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est de dire la dignité, c'est comment on va te traiter dans une condition vulnérable. Donc, un enfant, je donne toujours l'exemple de l'enfant parce que ça n'a rien à voir qu'une personne en fin de vie. Un enfant, s'il fait quelque chose, tu sais, un accident dans ses culottes, si la mère a fait « ben franchement, on fait pas ça », puis elle fait ça devant tout le monde, il va avoir perdu toute dignité. Pourtant, l'action, c'est la même, il a fait dans ses culottes. L'autre mère va le prendre puis va dire « viens, c'est pas grave, ben non, c'est pas grave ça, on s'en fout », puis elle va aller faire ça, il va avoir gardé sa dignité, l'enfant. Il a fait la même affaire. C'est la même chose pour les personnes mourantes. Quand moi, j'entends des gens dire « Ah ben non, là, tu vois ça, c'est pas digne, là, un patient alité, qui respire comme ça, qui... Ben non, c'est pas digne, ça. » Ben, je me demande avec quels yeux je les vois. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est un patient alité. Des fois conscient, des fois inconscient, mais c'est ce que je vois. Je vois aucune indignité là-dedans, là. Donc, c'est peut-être le regard des personnes aussi. Donc, peut-être qu'on juge d'une mauvaise façon les choses. Malgré l'importance de la souffrance existentielle, c'est rarement le focus des traitements, comme je vous l'ai dit. C'est ça qui est grave. Donc, les choses peuvent rester, la détresse psychologique peut rester longtemps. On met tout le temps notre focus sur le soulagement de l'inconfort physique, mais comme Dr Fortin, je ne sais pas si elle est là. Oui, bon. Alors oui, je trouve que votre commentaire était très pertinent. C'est-à-dire que si on adresse les symptômes physiques seulement, en occultant, comme on fait toujours dans notre société, les symptômes psychologiques, on est voué à l'échec. Donc, il va falloir que quelqu'un réalise qu'un psychologue, ce n'est pas un good to have, là. C'est quelque chose de primordial dans une unité de soins palliatifs. Il y a un outil de dépistage de la détresse qui existe, je ne savais même pas. C'est en faisant mes recherches que je l'ai trouvé. Puis en fait, c'est implanté par le ministère, par la Direction générale en cancérologie. Ça a été déployé dans les équipes d'oncologie. Donc, ils font remplir les formulaires aux patients. C'est quand même une bonne idée parce que ça parle aussi au niveau existentiel, des trucs spirituels. Ça fait quand même pas mal le tour, donc c'est quand même rapide, donc ça sert quand même bien. Quand j'ai lu toute l'implantation de cet outil-là, qui date de 2009, la deuxième étape était auprès des équipes de soins palliatifs. Là, je me dis, ben, en 2009, on est en 2018, moi, j'en ai pas entendu parler. Fait que, je ne sais pas où, mais je trouve ça triste parce que je trouve que c'est un très bon outil qu'on devrait avoir. Puis dans les équipes d'oncologie aussi. Je ne sais même pas si à Sacré-Cœur, on l'a dessus. Bon, regarde, on ne l'a même pas en oncologie. Shame on us. Dans ce beau document, parce que c'est un bon document, il parle des réponses, parce que c'est bien beau de le dépister, mais il faut bien avoir des solutions. Donc, il explique que si tu as moins de 4, plus de 4, c'est quoi les interventions que tu peux faire. Comme vous pouvez voir dans la liste des intervenants, il y en a plusieurs. On n'a pas plusieurs intervenants en soins palliatifs. Donc, c'est un peu dommage de dire, ben oui, je vais aller chercher un psychologue. Ah, ben j'en ai pas. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas gérer les choses si on n'a pas les ressources nécessaires. Là.
il y a très, très peu de recherches dans la littérature qui portent sur spécifiquement en soins palliatifs la compréhension, les traitements de la détresse psychologique et existentielle. Puis vous le savez sûrement que les références sont très tardives, trop tardives, en soins palliatifs. Donc, la détresse existentielle, si elle était là, elle est peut-être là depuis des semaines, voire des mois. Donc, quand le patient nous arrive, là, c'est l'apothéose là, des symptômes de toutes sortes. Donc, c'est sûr qu'on a une contrainte de temps comme médecin de soins palliatifs, puis on le sait que la maladie, en plus, évolue. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup en même temps pour tout gérer. Il ne faut jamais oublier le processus naturel. Un patient de soins palliatifs ne peut être comparé à aucun autre patient car il est par définition instable. Et le patient est souvent vraiment en mort imminente, donc je l'appelle actively dying, là, c'est un petit peu pour vous expliquer, parce que des fois les gens ils parlent « Ah, il est en fin de vie ». Bien, fin de vie, dans la littérature, c'est mois. Puis actively dying, c'est vraiment jour. Donc quand ils nous les réfèrent, rarement on a des mois. Ça arrive, on est en clinique externe et tout ça, mais la plupart du temps, c'est vraiment du actively dying. Le Collège des médecins a plusieurs guides d'exercices importants à lire que je suggère à tout médecin de lire, qui est le guide sur les soins médicaux dans les derniers jours de vie. Ça vaut la peine. Tout ce qui est là-dedans et les encadrés sont incroyablement bien faits. Et c'est écrit qu'il est du devoir de tout médecin traitant, médecin famille ou autre spécialiste de bien soulager les malades sous ses soins au dernier jour de la vie. Donc, ce n'est pas juste le travail des médecins de soins palliatifs. Chaque médecin a le devoir de soulager. Bon, la prise en charge, je l'ai dit, premièrement, bien, c'est de la dépister, ce qui n'est pas souvent fait. Ensuite, d'essayer de justement réanimer le relationnel pour créer un sens, ce qui est un défi, comme je vous l'ai dit, parce que la personne, elle est barrée, elle est détachée, impliquer plusieurs intervenants. Puis si toutes les interventions échouent, bien là, le moyen de dernier recours, il y en a, c'est la sédation intermittente qu'on appelle, et il y a aussi la sédation palliative continue que je vais expliquer. Donc si on a plus que 2 semaines, on ne pourra pas faire la sédation palliative continue. Si on a moins de 2 semaines, on va pouvoir le faire. C'est quoi la définition de la sédation palliative continue? Premièrement, c'est la seule sédation palliative qu'on doit déclarer, ce qui est dans la loi. Donc, c'est quoi? C'est un soin qui est offert dans les cadres des soins palliatifs qui consiste à donner de la médication à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci ou du représentant, dans le but de soulager ses souffrances en le rendant inconscient. Fait que là, on parle d'une sédation profonde. Inconscient jusqu'à temps que le décès naturel survienne. Ça, c'est la définition de la loi. Donc, l'objectif de la sédation palliative continue, c'est de rendre le patient confortable. Mais on le sait qu'il y a des symptômes réfractaires et qu'on a un court laps de temps. Donc, on décide. L'objectif est de changer l'état de conscience, de faire le pont entre l'inconscience du patient qu'il va obtenir par lui-même par la maladie naturelle. On va essayer on va vouloir avoir sur l'échelle de Richmond, je vais vous la montrer tantôt, là, un score de -4, -5. Je vais vous la montrer, là. Puis, c'est seulement celle-là qu'on doit déclarer. Donc, l'échelle de Richmond, la -4, -5, si on regarde, c'est la sédation profonde. Le patient qui, -5, n'est pas du tout éveillable. En fait, c'est un patient qui nécessite une stimulation physique pour avoir une réaction. Fait que si on donne la médication dans le but de rendre un patient dans ces états-là, et là, on doit déclarer. La sédation palliative, c'est aussi souvent appelé dans la littérature là, une sédation terminale. Puis là, bien, ça porte à confusion parce que les gens disent sédation terminale, bon, bien, c'est ça. C'est la médication qu'on donne pour qu'il meure. Mais c'est juste plus soft que l'aide médicale à mourir, dans le sens que ça prend plus de temps, il dort pendant ce temps-là.
C'est pas ça du tout. Donc, le but est, on sait qu'on a un patient terminal, donc moins de 2 semaines, donc actively dying, OK? Pourquoi les symptômes réfractaires sont très présents? On a une contrainte de temps, on a essayé toutes les autres interventions, ça ne fonctionne pas. On va vouloir changer l'état de conscience, mais pas juste un petit peu. On va vouloir changer l'état de conscience à un -4, -5, parce qu'on le sait que l'état de conscience est complètement inconfortable. Si on veut faire la même chose, mais que les symptômes d'inconfort sont là, mais qu'on va augmenter une médication qui va le rendre plus endormi, ça s'appelle une sédation palliative, mais ce n'est pas la continue. Parce que là, le but n'est pas de le rendre inconscient. Ça va être de titrer jusqu'à temps qu'on ait un soulagement des inconforts. Je vais vous le montrer sur une image, ça va être plus simple à comprendre. Donc, le mot de sédation terminale, le terminal vient de la condition du patient et non de la sédation. Ce n'est pas un effet de la sédation. Puis, au lieu de subir les symptômes extrêmes qu'on n'arrive pas à soulager, jusqu'à ce que le décès survienne, bien, on décide de changer l'état de conscience du patient. À mon avis, l'article le plus clair sur le sujet de la sédation palliative, c'est vraiment celui-ci. Il est un excellent article. C'est mon article préféré. Tout est clair là-dedans. Tout le monde a bien pensé à toutes les choses. Je trouve ça extraordinaire. Il est souvent cité en référence là, dans les conférences là-dessus. Les autres documents de référence, c'est la sédation palliative en fin de vie faite par le Collège des médecins en collaboration avec la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, puis l'autre aussi, le document là, de principes et pratiques. Ça ne doit pas être confondu par d'autres concepts, la sédation palliative, parce que je vous l'expliquais qu'un patient qui va vers le dernier domino, donc vers son décès, va changer naturellement son état de conscience. Donc, ce n'est pas ça une sédation, là. Ça, c'est le processus naturel. Puis, il y a aussi, on appelle ça une sédation secondaire, c'est-à-dire les médicaments qu'on utilise pour rendre les patients confortables vont souvent avoir des effets sédatifs, c'est des effets secondaires. Mais ça encore, c'est pas une sédation parce que notre but n'est pas de changer l'état de conscience, c'est de soulager le patient. Donc, ça peut arriver souvent, ça, qu'on mette une médication, le patient est un petit peu plus endormi le lendemain. Il ne faut pas confondre ça, puis il ne faut pas s'empêcher de donner la médication par peur de sédationner les patients. Puis, il ne faut pas... la hausse rapide des opioïdes, ça peut arriver dans des cas de douleur importante, puis la sédation peut être un effet secondaire, mais ce n'est pas le but et ce n'est pas une sédation palliative continue. Donc, pour avoir recours à la sédation palliative, parce que là, le but, ce n'est pas de rendre tout le monde inconscient, là, donc, il faut avoir des symptômes réfractaires. Les symptômes réfractaires, genre la liste tantôt, je vais vous les dire. Puis le but premier, c'est de changer l'état de conscience, mais pour pallier aux symptômes. Donc, c'est une réduction de l'état de conscience. Un patient qui va être plus somnolent, il ne sera pas inconscient si c'est de la sédation palliative, il va être juste plus somnolent. On a l'objectif, si l'objectif est de le rendre inconscient, c'est là qu'on parle de sédation palliative continue. Et là, on doit le déclarer. Quand on commence une sédation palliative continue, c'est extrêmement important de bien surveiller le patient et son état de conscience. C'est pour ça qu'il y a des feuilles de suivi. Les infirmières doivent aller évaluer le patient en 15 minutes pour s'assurer que l'état de conscience est au niveau souhaité. Parce qu'on le sait qu'on ne veut pas que ce patient-là émerge. On ne veut pas qu'il redevienne conscient. Donc, on doit surveiller ça. Ne pas oublier que si on commence une sédation qu'on dit palliative, pas continue, là, mais qu'on donne une médication, le patient est rendu confortable, un petit peu plus somnolent, mais sans plus, puis que 2-3 jours plus tard, il devient inconscient, bien là, on ne pense pas que c'est une sédation continue, c'est juste le processus naturel de la maladie qui s'est fait. Les symptômes réfractaires dont je vous parlais, c'est ça. Donc, c'est des grosses affaires, là, mais ça arrive souvent en fin de vie. Des déliriums là, incontrôlables, des détresses respiratoires majeures, la dyspnée progressive incontournable avec des patients là, qui ont l'impression d'étouffer, les convulsions réfractaires, des douleurs extrêmement sévères et intolérables, les sécrétions bronchiques très abondantes, là, ça peut même sortir, détresse hémorragique, des nausées, la détresse psychologique aussi ou existentielle réfractaire, là, si ça compromet vraiment le confort, c'est à considérer aussi. Comme je vous disais, le pronostic est important parce que vous allez tous me dire, bien, si on endort quelqu'un, on le garde inconscient jusqu'à temps que
le processus naturel du décès survienne, il ne s'hydratera pas. Donc, dans le fond, c'est de l'euthanasie déguisée. Les gens vont penser ça. Je vous rappelle que pour faire une sédation palliative continue, il faut qu'on ait un patient avec un pronostic en bas de 2 semaines. Donc, il est actively dying. Il est en train de décéder, le patient. Donc, ce n'est pas l'hydratation qu'il n'y aura pas pendant ces quelques jours qui va changer le nombre de jours qu'il avait. Cependant, le fait que vous allez l'avoir rendu inconscient pendant les quelques jours avant son décès va avoir fait toute la différence en fin de vie, et pour lui et pour sa famille. Parce que, c'est-tu Dr. Vinet qui disait ça ce matin, il n'y a rien de pire que des soins palliatifs mal faits. Des chocs post-traumatiques de familles en deuil qui ont vécu l'épouvantable en regardant des choses qui n'ont pas été contrôlées, c'est vraiment un problème de santé publique. Donc moi j'en vois, autant les gens sont reconnaissants quand ça s'est bien passé, autant que c'est un traumatisme quand ça ne s'est pas bien passé. Donc c'est très important d'avoir des bons soins palliatifs. Puis je vous dirais même, je vais aller plus loin, il n'y a pas de pire chose que des mauvais soins palliatifs. Des soins palliatifs mal faits, c'est pire pour la cause. Parce que là, les gens vont dire, ben voilà, c'est ça qui offre les soins palliatifs. Hey, moi, je m'en vais demander l'aide médicale à mourir. Là. Fait que c'est... Donc, dans la souffrance existentielle, c'est là qu'il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que le patient a moins de 2 semaines. Quand il y a des symptômes réfractaires autres, graves, comme vous l'avez vu, clairement, il est en train de mourir, le patient. Mais en détresse existentielle, prenons notre temps. C'est une condition extrêmement grave que le patient va être vraiment inconfortable, mais je pense que comme médecin, il faut prendre alors son temps à aller chercher toutes les ressources qu'on a autour de nous pour aller supporter ce patient-là. Donc, le choix qui peut être fait si jamais les interventions ont échoué, c'est une sédation qu'on appelle intermittente. Fait que c'est quoi la sédation intermittente? C'est de vouloir rendre le patient inconscient, donc un peu comme dans la continue, mais justement, ça va être pour quelques jours seulement, pas jusqu'à ce que son décès survienne de façon naturelle. Ça va être vraiment 1 journée, 2 journées, comme des genres de petits repos de tête. Je dis, je vais faire un petit repos de votre tête, là, puis on va revoir dans 2 jours. Ça fonctionne. Il y a des gens qui font ça, 2 jours plus tard, on remet l'état de conscience, le patient va dire, bah, c'est vrai, ça va mieux. D'autres vont dire, j'étais tellement bien. Fait que, ça dépend des patients. Mais encore là, s'il dit ça va super bien quand je suis endormie, mais là encore là, posez-vous la question, est-ce que le pronostic est en bas de 2 semaines? S'il l'est, ben là, vous pouvez faire la continue, mais s'il ne l'est pas, on doit refaire d'autres périodes. T'sais? Mais là, vous allez me dire, ben oui, mais tu ne feras pas une sédation intermittente pendant 6 mois, effectivement. Donc, un patient qui a encore beaucoup de mois, mettons qu'il y a un pronostic de 6 mois à 1 an, clairement, une sédation intermittente va être pas vraiment possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la détresse existentielle, elle manque de prise en charge et de ressources dans notre société. Comme on n'a pas des psychologues dans toutes les unités, comme on n'a pas des prêtres partout, comme on n'a pas... Puis je vais vous donner juste un exemple parce que c'est arrivé juste dernièrement, en fait hier. C'est une madame qui, en fin de vie, et puis là, elle vient me voir, puis elle dit, moi je pense à ça, l'aide médicale à mourir. Fait que là, j'ai dit, OK, pourquoi? Puis là, elle me dit, parce que j'ai l'impression, en fait, je veux plus vivre ça. Puis j'ai dit, c'est quoi ce ça? Fait que là, elle me dit, c'est tout ce que je vis en termes d'émotions. Fait que là, j'ai dit, parlez-moi un peu de vous. Fait que là, elle a commencé à tout expliquer, ses enfants et tout ça. Mais là, on est revenu rapidement parce qu'elle a commencé à dire, c'est parce que j'ai des cauchemars. Et là, je dis, des cauchemars. Fait que racontez-moi vos cauchemars. Fait que ça prend du temps, évaluer les patients comme il faut, là. Donc là, elle me parle de ses cauchemars. Et là, c'est là qu'on arrive dans le vrai problème. Elle dit, je pense que je vais être punie. Fait que là, j'ai dit, vous n'allez pas être punie pour. Elle me dit, parce que j'ai pas protégé ma fille. Fait que là, j'ai dit, protéger votre fille, qu'est-ce que vous voulez dire? Fait que là, c'est là qu'elle m'a raconté des histoires d'abus. Et comme mère, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Donc, on peut négliger ça toute sa vie. Ça va venir nous hanter. C'est la conscience. La conscience, on peut la faire taire, mais elle ne vous laissera pas tranquille. Donc, la conscience, ça revient après à la fin. Et puis là, elle vient la hanter avec des cauchemars et de l'anxiété épouvantable. Fait que c'est sûr qu'elle, elle veut que ça finisse. Fait que quand j'ai su que c'était ça le problème, là, j'ai dit, écoutez,
qu'est-ce que vous pensez, quel intervenant vous pensez que vous avez besoin? Puis là, c'est là qu'on s'est mis, puis c'est pas moi qui l'ai choisi, parce que je me suis dit, je nommerais pas le prêtre si elle n'est pas pour vouloir un prêtre. Tu sais, je pense que c'était à elle à décider, mais c'est elle-même qui m'a dit, bien, je pense que finalement, ça me prendrait un prêtre. Elle n'était aucunement religieuse. Elle se disait, moi, j'aime pas la religion, j'haïs la religion. Je pense qu'elle a été éduquée dans la religion, par contre. Fait que je lui ai dit, bon, on va en faire appeler le prêtre. Et si vous saviez à quel point il a été utile. Donc, moi, c'est sûr que j'ai mis des médicaments quand même, je l'ai aidé. Mais le prêtre a fait son travail, puis elle n'en demandait plus. Fait qu'il faut adapter le traitement à chaque patient. C'est ça qui est... j'aurais pas une recette pour vous, pour tous les patients, parce que chaque patient est différent. Chaque patient a son histoire. Donc, il faut aller la chercher, l'histoire, pour comprendre pourquoi ça sort comme ça en fin de vie. Puis tout le mauvais sort en fin de vie. Je dis tout le temps, il était-tu comme ça quand il était... Fait que là, il part à rire, tout le monde. Ouais, c'est pire. Je dis, ben, en fin de vie, tous nos mauvais traits sont pires. On est impatient, vous allez l'être. Vous étiez colérique, je vous garantis que vous allez l'être. Donc, ça sort. Hein? On n'est pas bien, on est vulnérable. C'est sûr que nos pires travers ressortent. Donc, si le pronostic devient moins de 2 semaines, bien là, on peut l'utiliser. Fait que là, c'est ça. Mon image, elle est vraiment pas bonne. Quelle déception tout de même. Attendez, là. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Bon, c'est déjà mieux. Parce que moi, j'explique à mes patients les dominos. Parce que je trouve que c'est une belle image pour expliquer la fin de vie. Donc, je dis, voyez-vous, chaque personne, on a un nombre de dominos. Personne ne sait combien on a chacun comme domino, mais moi, je peux partir, puis là, ben, je meurs dans un accident, fait que j'avais 3 dominos qui me restaient, puis je ne le savais même pas. Fait que là, je vous dis, c'est comme ça pour tout le monde. Fait que j'ai dit, là, vous, on vous a appris une mauvaise nouvelle, puis on le sait que le nombre de dominos qui reste, c'est plus court qu'on pensait. Fait que ça, c'est un choc. Là, c'est tout oui. Mais le dernier domino, là, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être. Puis je leur dis tout le temps, s'il y a une chose que je sais après 16 ans de soins palliatifs, c'est que je ne sais pas. Fait que là, ils sont comme, mais on m'a dit 3 mois, ben on m'a dit 4 mois. Ben j'ai dit, ils peuvent dire. Ça, c'est des statistiques. Êtes-vous une statistique? Fait que là, ils sont comme, ben non, ben c'est ça. Fait qu'arrêtez de fixer sur le temps, comme un compte à rebours. Sachez que oui, il va y avoir un dernier domino, puis que moi, je vais être là pour ce passage-là. Donc, le dernier domino, c'est ça. Quand on arrive à la phase des derniers dominos, parce qu'un domino, quand ça tombe un après l'autre, on ne peut pas les arrêter. Hein? Puis je leur explique les soins palliatifs, c'est ça l'image. C'est que je ne rajoute pas des dominos, mais j'en enlève pas non plus. Je vais laisser votre nombre de dominos. Le processus naturel. Sauf que je vais aider un peu la nature parce que c'est pas super confortable, les derniers dominos. Puis que c'est ça qui fait peur. Donc, je vais donner la médication pour maquiller. Fait que je me nomme maquilleuse professionnelle. Avec des médicaments, j'enlève les inconforts. Donc, on voit que l'accentuation des symptômes d'inconfort, qui sont souvent réfractaires, arrive en fin de vie. Ça n'arrivera pas très, très longtemps d'avance. Les nausées épouvantables ou les déliriums très, très incontrôlables, c'est des déliriums de fin de vie. Donc, le temps, ici, on voit que le patient est conscient, puis à un moment donné, par la maladie naturelle, il va avoir une atteinte de l'état de conscience jusqu'à temps qu'il soit inconscient. Mes concepts sont les suivants. Avez-vous des symptômes réfractaires? Si vous en avez, le patient est conscient, ben, on peut faire une sédation palliative. Ça veut dire mettre une médication pour diminuer l'état de conscience afin de pallier aux symptômes d'inconfort et faire le pont entre le moment qui est conscient jusqu'à temps que la maladie l'amène de façon inconsciente jusqu'au décès. Donc, ce patient-là va être somnolent, sans plus. Il va s'éveiller, se rendormir et tout ça. Donc ça, c'est une sédation palliative. C'est pas à déclarer. Si l'objectif est de rendre le patient inconscient de façon continue jusqu'à son décès pour pallier aux symptômes qui sont très gravissimes, et là, c'est du cas exceptionnel qu'on a besoin de recourir à ça, là, il faut savoir que le pronostic doit être en bas de 2 semaines. Alors là, on fait une sédation palliative continue jusqu'au décès, qui est le dernier domino. Donc, le temps est le même, comme on peut voir. C'est pas la sédation palliative qui va avoir causé une diminution du nombre de dominos. On veut une échelle de Richmond en -4, -5, puis c'est ça qui est à déclarer.
Donc ça, c'est des tableaux en résumé. Là, je résume exactement la même chose. Thérapie sédative palliative, somnolent, sédation légère à modérée, s'éveil à la stimulation verbale, puis ici, c'est vraiment sédation profonde. Donc, les conditions, pour faire un résumé, 3 conditions importantes pour l'utilisation de la sédation palliative: présence de symptômes réfractaires, utilisation de médications sédatives dans le but de réduire l'état de conscience. Si on le veut jusqu'à l'inconscience, on parle de sédation palliative continue. Et le pronostic en bas de 2 semaines seulement si on veut une sédation palliative continue. Donc, la sédation palliative continue, vous pouvez imaginer que quand on commence ça, ça prend une équipe informée. Chaque intervenant qui a vraiment été auprès du patient qui vient nous dire qu'est-ce que lui en pense. La majorité du temps, ça se fait de par... Quand il y en a besoin, là, tous les intervenants vont dire ça n'a pas de bon sens, ben voilà. T'sais, tout le monde s'entend quand même assez vite là-dessus. Là. Impliquer tous les membres de l'équipe, prévoir le bon moment et parler à la famille. Je vais vous le dire, parler à la famille, c'est extrêmement important. Je prends énormément de temps avec mes familles parce que quand l'état de conscience disparaît, les familles ont l'impression que la personne est déjà partie. Aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'ils confondent la sédation palliative continue à l'aide médicale à mourir. Parce que là, ils vont dire, ben oui, elle l'a mis inconscient, là, puis après ça, il est mort. Fait que c'est comme très important de faire la grande distinction et d'expliquer. Fait que quand je finis après 1 heure, ben je vous dirais c'est rarement en bas d'1 heure, là, les rencontres de famille pour des cas comme ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'enseignements, des explications des dominos comme je viens de faire là. Mais après ça, c'est des experts. Ils ressortent et ils disent non, c'est pas ça du tout le but. Puis ils expliquent, puis je leur fais redire qu'est-ce que j'ai dit pour être sûr qu'ils ont compris. Donc, il faut maintenir l'analgésie durant cette sédation-là. Là, il ne faut pas l'enlever. Puis, il faut l'ajuster selon les signes d'inconfort qu'on peut voir. L'hydratation puis la nutrition, c'est sûr que c'est à considérer, mais comme je vous l'ai dit, quand on est à considérer la sédation palliative continue, c'est qu'on a un patient mourant. Il y a moins de 2 semaines, donc c'est pas le fait qu'il ne va pas boire pendant quelques jours, qu'il ne mangera pas, qu'il va faire un changement dans son nombre de dominos. Donc, c'est pour ça qu'on n'en met pas. Puis, je vais aller plus loin, en mettre chez des patients qui ont déjà des pressions oncotiques très basses. Tout ce que ça va donner, ça va être des surcharges pulmonaires, de l'enflure, puis des râles plus importants en fin de vie, difficiles à contrôler, alors des détresses respiratoires. Donc, un patient en fin de vie est toujours plus confortable sec. Je l'explique aux familles, mais on ne le laisse pas souffrant en termes d'hydratation ou de sensation de soif. C'est pour ça que les soins de bouche sont extrêmement importants. Moi, je l'écris même à Sacré-Cœur, aux 2 heures réguliers, puis je dis aux familles, entre ça, vous en donnez. Parce qu'une fois qu'on a hydraté la bouche, la sensation de soif disparaît. Donc, le patient ne va pas souffrir de soif pendant ce temps-là. Donc, il faut expliquer aux proches l'objectif de la sédation, puis que c'est un soin distinct de l'aide médicale à mourir. Ça, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a une urgence d'agir quand on utilise ça, que c'est des cas exceptionnels. Puis, de prendre son temps pour les détresses existentielles. Les notes au dossier, il faut que ça soit très clair, que le médecin doit informer le patient ou le représentant du patient du pronostic lié à la maladie, qui est moins de 2 semaines, du caractère irréversible des soins puis de la durée prévisible de la sédation, de bien inscrire les symptômes réfractaires qui ont fait qu'on a dû commencer ça, avoir consulté toute l'équipe et avoir un accord, là, un consensus. S'assurer que ce souhait-là, parce que des fois, ça peut être à la demande du patient qu'on peut faire ça, que ce n'est pas un souhait qui est venu d'une pression externe. Ça, c'est la formule de déclaration de sédation palliative continue qu'on retrouve au collège, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait maison, là, mais en gros, c'est ça. C'est pas très long à remplir. Ça, on coche le symptôme réfractaire, on écrit qu'est-ce qu'on a essayé puis que ça a échoué. On écrit quand est-ce qu'on a commencé la sédation. Est-ce que le patient a naturellement arrêté de s'hydrater ou de manger? Souvent, c'est oui. Donc, tu sais, on ne change pas les choses, puis on écrit la médication qu'on a commencée. Souvent, il y a un autre médecin ou nous-mêmes, on va devoir compléter le formulaire parce qu'on doit écrire à la fin, au décès, on était rendu à quelle médication. Tu sais, il faut écrire les ajustements qu'on a faits. Ça, c'est le formulaire de consentement de la sédation palliative continue. Le patient signe. S'il ne peut pas signer parce que, je ne sais pas, il y a une maladie neurodégénérative, il ne peut pas.
il va avoir quelqu'un qui peut signer pour lui avec un témoin. S'il est inapte, ça va être le représentant légal qui va signer. Le type de médicaments qu'on utilise en sédation palliative continue, là, c'est souvent les mêmes médicaments qu'on utilise, sauf que le but, ça va être de le rendre inconscient. Donc, c'est pas un dosage qui fait qu'on est une sédation palliative continue. Des fois, je vois ça, elle a mis Versed 25 en 24 heures. Là, c'est sûr qu'elle voulait le sédationner. Non. Il y a des patients qui ont Versed 25, ils vont se promener, puis ils vont, fait que c'est pas un dosage, c'est un objectif. Donc, souvent, on va utiliser le midazolam en perfusion sous-cutanée. On va le coupler avec du méthotriméprazine pour ses propriétés sédatives puis antidouleurs. On peut rajouter un barbiturique comme le phénobarbital qui, lui, n'est pas compatible avec les médicaments, donc il doit être en sous-cutané régulier indépendant. Et on va souvent mettre de la scopolamine en régulier pour prévention des râles, puis aussi pour ses propriétés sédatives. Des cas très, très, très exceptionnels de propofol IV, vraiment, si ces médicaments-là ne fonctionnent pas. Je pense qu'en 16 ans, j'ai vu un cas. Puis, il faut toujours continuer la médication antalgique lors de la sédation, comme je l'ai dit. Ça, c'est un tableau qui explique à peu près, quelqu'un qui n'est pas habitué, là, on commence avec quoi? Mais je vous le dis, là, c'est vraiment des doses de départ. C'est pas, comme je vous dis, le midazolam 1 mg à l'heure, c'est à peu près ça, là, un 25 mg en 24 heures. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un patient inconscient avec ça, là, loin de là. Le propofol, j'ai mis les doses ici, là, si ça vous intéresse, comment le faire. Puis, la surveillance du patient inconscient, c'est ça que les infirmières doivent suivre. Une fois qu'on commence ça, ils ont des notes à mettre pour surveiller l'état de conscience et surtout l'état de confort. Parce que moi, je prends plus de temps à évaluer l'état de confort d'un patient inconscient que d'un patient conscient. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Bien, parce que le patient conscient, il peut parler. Le patient inconscient ne peut pas parler, donc il est complètement vulnérable. Donc, je dois absolument, comme professionnel, m'assurer qu'il est tout à fait confortable. Donc, je prends beaucoup de temps, il y a un examen à faire et tout ça pour s'assurer qu'il est effectivement confortable. Le soutien aux proches, je le redis, c'est une période extrêmement difficile quand ils perdent le contact avec leurs proches. Extrêmement difficile, même la plupart du temps. Même en soins palliatifs, alors qu'on ne fait pas une sédation palliative continue, le changement d'état de conscience, les familles vont venir à tous les jours dire « Qu'est-ce que vous y avez mis? C'est à cause des médicaments. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. » Donc, c'est beaucoup d'explications en soins palliatifs. Il faut revenir sur la médication, sur le processus naturel et tout ça. Donc, beaucoup de support est important. Moi, quand je vois les familles impuissantes parce qu'ils le sont, je leur donne des devoirs à faire. Fait que là, je leur dis, regardez, votre proche, il aimait quelle musique? Il aimait quoi dans la vie? Parlez-moi de lui. Si moi, je n'ai pas connu le patient, des fois, ça arrive qu'on n'a pas vraiment pu dialoguer avec eux. Donc, ils vont nous dire, ben moi, il aimait telle musique ou il aimait le vin. Puis, je vais leur dire, apportez du vin. Demain, apportez son vin préféré. Fait que là, ils me disent tout, mais qu'est-ce que vous allez faire? Puis après ça, on fait on prend le vin et on fait les soins de bouche avec ça. C'est très beau à voir. Les patients sont contents. Un patient qui aimait la bière, je vous le dis, un peu plus, il n'y avait plus de couleur sur l'éponge. Sa tête est fort. Donc, c'est beau à voir. Ça redonne puissance à la famille. Ça remet le relationnel encore là. C'est pas parce qu'on peut plus avoir d'interaction que c'est plus réciproque que le relationnel doit partir. C'est ce que j'enseigne. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui vous empêche de lui parler? Il me répond pas. OK, puis, il vous écoute. Allez-y. Donc, c'est important, puis les gens vont le dire. Est-ce qu'il comprend? C'est autre chose, mais c'est pas grave. Moi, j'en ai vu des patients qu'on se dit, on aurait juré, là, il est profond. Je suis comme, je sais pas. Moi, je dis jamais, le mot coma n'est pas dans mon vocabulaire. Parce que je pense qu'en médecine, on ne sait pas c'est quoi le coma. Fait que les gens, ils font des affaires, puis ils disent, hey, il a réagi, ou il a entendu la voix du fils qui vient du Japon, puis l'alarme. Fait que pour dire qu'est-ce que les patients ressentent, mais c'est pour ça que ça me rend encore plus anxieuse pour ces patients-là, parce que je me dis, ils ressentent plus qu'on pense. Donc, il faut être encore plus vigilant pour assurer le confort des patients inconscients. Donc, c'est pour ça que si c'est nous qui l'induisions parce qu'on avait une bonne raison à cause des symptômes réfractaires, faisons-le de façon responsable et assurons-nous du confort jusqu'au décès.
J'informe beaucoup les patients et les familles d'observer les signes de fin de vie. Puis aussi, je leur donne beaucoup de comment ça va se passer. Tu sais, quand tu déroules, puis que tu le fais presque à tous les jours, les patients, les familles, ils s'attendent à. On dirait qu'ils sont moins surpris. Vous allez voir, ça se peut qu'il y ait des râles. Ah, c'est quoi ça, des râles? Bien, c'est ça. Tu sais, fait, au moins, quand il va l'entendre, il ne va pas paniquer. C'est toutes des affaires comme ça, de faire beaucoup d'éducation préalable avant les événements. Ça diminue les chocs et les détresses. Chacun des membres de l'équipe soignante doit aussi être on doit avoir une préoccupation pour eux. Moi, je vais m'asseoir, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe, je vais leur donner l'espace pour qu'ils parlent surtout en équipe multi, comment toi, tu as été tes interactions et tout ça. Puis comme je vous dis, quand on l'utilise, surtout pour la détresse existentielle, il ne fait aucun doute que le patient est extrêmement, extrêmement souffrant. Donc, c'est sûr que c'est discuté en équipe, puis il y a comme un consensus, sinon c'est très mal vécu. Finalement, dans le rapport annuel, il y a la commission des soins de fin de vie qui surveille le nombre de sédations palliatives continues qui se font au Québec, autant que l'aide médicale à mourir. Donc, le PDG de tout CIUS 6 du Québec doit inscrire dans un rapport annuel le nombre de sédations palliatives continues effectuées dans son territoire. Donc, c'est tout.